Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes très chers collègues. Le 14 janvier dernier, lors de son discours de politique générale, le Premier ministre défendait, je le cite, que le mode de scrutin doit être enraciné dans les territoires et qu'il faut que ne se créent pas plusieurs catégories de citoyens avec des droits différents. Je ne pensais pas que son gouvernement en apporterait un démenti aussi rapide par le soutien à ce texte. Fondée sur des faux semblants, cette proposition de loi emporte des conséquences désastreuses pour le fonctionnement des trois collectivités concernées, Paris, Lyon et Marseille. Au fil des improvisations qui ont émaillé la navette parlementaire, nos trois plus grandes villes sont devenues un étrange laboratoire électoral et l'Assemblée nationale un curieux terrain d'expérimentation institutionnelle. Précédée d'aucune concertation réelle, la procédure même d'adoption de ce texte, loin de permettre d'en corriger les défauts évidents, a traduit l'empressement de ses promoteurs à évacuer tout débat. Aucun artifice ou détournement de procédure ne nous a été épargné pour l'examen de ce texte. On nous promettait pourtant, avec emphase, un système garantissant, je cite, un Parisien, un Lyonnais, un Marseillais égale une voix. Chacun ici a conscience du mensonge. Aucun électeur, dans aucune commune de France, ne désigne directement son maire, pas plus que votre proposition de loi ne permettra d'avoir un électeur, une voix, qui permettra, en représentation proportionnelle, de désigner directement son maire. Nous voilà donc à nouveau face à cette réforme inutile, nocive, et ce n'est pas le moindre de ses défauts, sans doute inconstitutionnel. C'est la raison pour laquelle j'appelle les membres de notre Assemblée à mettre fin dès cet après-midi au parcours chaotique de cette proposition de loi et afin de permettre, une fois les élections de 2026 passées, d'élaborer une réforme réfléchie et adaptée aux spécificités de nos territoires et aux attentes de nos concitoyens en repartant sur de bonnes bases. La première chose qui frappe dans le parcours parlementaire de ce texte est l'écart entre la rhétorique aux accents démocratiques de ses promoteurs et les intérêts électoralistes qui les motivent réellement. Je dirais même que, sous couvert d'une modernisation du système électoral, ce texte menace en réalité l'équilibre institutionnel qui a permis à Paris, à Lyon, à Marseille de connaître l'alternance sans aucun problème ces 40 dernières années. Il affaiblit considérablement la représentativité des citoyens et ouvre la voie à un centralisme municipal préjudiciable au pluralisme politique. Le calendrier précipité de son examen, le rythme à marche forcée que le gouvernement a voulu imposer à la représentation nationale ont dû nous conduire à l'évidence. Les auteurs de cette proposition de loi n'espèrent pas améliorer la représentation de nos concitoyens, ils souhaitent simplement tailler sur mesure un mode de scrutin à leur convenance. En guise d'argumentation, on nous assène, je répète ce principe, un Parisien, un Lyonnais, un Marseillais égale une voix. Mais qui pourrait nous expliquer en quoi le système actuel distordrait le sens du vote de nos concitoyens ? Monsieur le rapporteur, je voudrais vous rappeler quelque chose, que les arrondissements soient de gauche ou de droite, lorsqu'un électeur vote à gauche ou à droite, il a des élus. Il a des élus, conseillers d'arrondissement et conseillers de Paris, selon exactement la règle du droit commun, qui est celui du maintien à 10% au second tour. Mes chers collègues, je vous le demande, une majorité défaite dans les urnes a-t-elle déjà pu revendiquer la victoire à l'hôtel de ville ? À Paris, par exemple, un maire a-t-il déjà pu être élu alors que l'addition des suffrages des arrondissements lui aurait été défavorable ? La réponse est simple, jamais, jamais. À l'aspect inutile de cette réforme s'ajoutent les conséquences délétères qu'elle comporte pour la démocratie locale. En soutenant, et là commence l'ingénierie électorale et administrative, en soutenant deux scrutins distincts le même jour, un pour les conseils d'arrondissement, l'autre pour le conseil municipal ou le conseil de Paris, le gouvernement travaille à rebours des exigences de simplification et d'économie qu'il vante pourtant. Ce texte compliquerait l'organisation matérielle des élections en doublant, voire triplant les bureaux et matériels de vote. C'est d'ailleurs un bien étrange rapprochement vers le droit commun qu'on nous propose en donnant aux Parisiens, aux Lyonnais et aux Marseillais l'occasion de voter 2 fois dans leur ville quand les autres Français ne voteraient qu'une, voire 3 fois pour le cas lyonnais. C'est tout aussi étonnant que de vanter un système qui double les campagnes électorales et leurs coûts associés pour l'État en cette période d'efforts budgétaires. Plus encore, avec ce nouveau mode de scrutin à double étage, c'est en réalité le lien démocratique de proximité qui serait sacrifié en dévitalisant les arrondissements. Nous n'avons jamais été saisis d'un texte d'inspiration aussi jacobine et dont l'unique ambition est la centralisation du pouvoir comme un écho à l'ultra-personnalisation de la campagne qui s'annonce. À Paris, les arrondissements précédaient le mode de scrutin actuel. Héritiers de la Révolution française,
ils ont été conçus comme des circonscriptions électorales garantissant une gouvernance de proximité, dans le mouvement de la décentralisation. La loi de 1982, portée par Gaston Defferre, a été pensée pour reconnaître la spécificité des grandes métropoles françaises, en particulier Paris, conciliant unité de gouvernance et subsidiarité au profit des arrondissements. Cette organisation s'adapte aux particularités de chaque quartier et assure une représentation équitable de l'ensemble des territoires. La présente réforme permettrait de faire élire des conseillers municipaux de Paris qui ne siègent pas au conseil d'arrondissement, voire de concentrer les élus de l'hôtel de ville dans des arrondissements dits favorables. Dédoubler le vote, c'est sacrifier les arrondissements et marginaliser leurs élus. Cette réforme met également à l'épreuve le fonctionnement de nos institutions et les principes constitutionnels censés garantir leur équilibre. Nos alertes, ignorées jusqu'alors, peuvent être entendues aujourd'hui avec l'adoption de cette motion. À défaut, nous en appellerons évidemment au Conseil constitutionnel pour censurer ce que nous considérons comme des entorses évidentes à la loi fondamentale. Je voudrais ici en relever quelques-unes. En 2003, le Constituant n'avait sans doute pas envisagé que la création des collectivités à statut particulier autoriserait, comme cette loi le ferait, à les doter de plusieurs organes délibérants pour une même collectivité. Avouez que c'est baroque. Le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution fonde la libre administration sur l'existence d'un lien clair entre l'élection au suffrage universel d'une assemblée délibérante et l'exercice par celle-ci des compétences pour le compte de la collectivité. Désormais, on voudrait nous convaincre que créer deux niveaux d'assemblées élus au suffrage direct dans une même collectivité. Nous attendons avec impatience le moment où les conseils régionaux pourront déléguer à des assemblées instituées au niveau départemental des compétences régionales et que ces dernières seront élues sur une liste à part de l'Assemblée régionale. Si ma proposition vous choque, mes chers collègues, je vous informe que c'est exactement ce que vous nous demandez de faire aujourd'hui avec cette PPL. Pour ajouter au grief de constitutionnalité, le mode de scrutin retenu confine au baroque, portant une atteinte excessive à la sincérité du scrutin garantie par l'article 3 de la Constitution et à son corollaire, l'objectif d'intelligibilité de la loi électorale. Pire, il comporte une dérogation inexpliquée au principe d'égalité devant la loi électorale, vous l'évoquiez, monsieur le rapporteur, pourtant apprécié de manière particulièrement stricte par le Conseil constitutionnel, en introduisant une prime majoritaire pour la répartition des sièges de moitié moindre à celle en vigueur pour les autres communes. On l'aura compris, le retour au droit commun pourtant voté par les auteurs du texte est donc à géométrie très variable. Dans votre rapport de première lecture, vous aviez justifié l'introduction de ce particularisme, monsieur le rapporteur, par le souci, je vous cite, d'éviter un phénomène d'écrasement majoritaire de la liste parvenue en tête et de déplorer, toujours selon vos termes, que ce risque existe néanmoins pour toutes les autres grandes villes de France. L'intention est certes louable, mais demeure vaine. Ma question est simple, sur quelles circonstances particulières fondez-vous cette distinction inédite? Et cela, excusez-moi de l'importance, pour les trois plus grandes villes de France. De quels critères objectifs et rationnels, pour reprendre les termes du Conseil constitutionnel, vous prévalez-vous? Je n'en vois aucun, du moins aucun pleinement avouable, sans éventer les coulisses de la négociation des ralliements à ce texte. Comment, dès lors, distinguer l'élection au titre de laquelle les dépenses sont imputables? Parce que c'est là aussi un élément particulièrement grave de l'impréparation et de la précipitation de cette proposition de loi. Devant la commission des lois du Sénat, le 14 mai dernier, le nouveau président de la Commission nationale des comptes de campagne a lui-même partagé sa perplexité par un doux euphémisme en expliquant « Il est clair que le guide du mandataire relatif aux élections municipales à Paris, Lyon, Marseille promet d'être extrêmement compliqué. Il aurait pu ajouter, encore fût-il qu'il soit disponible, que dire pour les futurs candidats et leurs mandataires financiers alors que commence dès septembre la période des dépenses imputables aux comptes de campagne. La dernière incongruité de cette réforme réside dans le fait que, s'agissant de la création d'un scrutin, elle serait la première adoptée par la voie d'une proposition de loi dans notre histoire. Ce précédent devrait tout à la permissivité du contrôle de la recevabilité financière de ce texte. Ce n'est pas un simple argument de procédure. Je ne souhaite pas que l'initiative parlementaire soit limitée. J'entends simplement que les facilités législatives des députés ne soient pas mises au service des projets gouvernementaux. Et il y a, à ce titre, sur la recevabilité de l'article 40, nous y reviendrons, de nombreux arguments à faire valoir. À ce stade de l'examen parlementaire, chacun aura pu constater que cette réforme ne repose pas sur des arguments incontestables, mais bien sur un attelage baroque et uni pour la circonstance par les calculs partisans. Si un gouvernement manque à sa promesse,
Il est de l'honneur et de la responsabilité du Parlement de la lui rappeler. Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter cette motion de rejet et à mettre un arrêt à l'examen de ce texte qui relève non pas de l'exigence démocratique, mais du cynisme électoral auquel se donnent quelques apprentis sorciers. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, Monsieur Grégoire.